Avec le C3 Aircross, Citroën revient aux fondamentaux du véhicule à vocation familiale. Pas de chichi pour ce SUV compact de 4,39 m de long, soit un gabarit un peu supérieur au Peugeot 2008 ou au Dacia Duster qu'il espère concurrencer. D'ailleurs, en termes de tarifs, ce SUV français fabriqué en Slovaquie fait très fort puisqu'il démarre à moins de 20 000 € avec le moteur turbo-essence 100 chevaux à boîte manuelle et à 25 800 € avec cette motorisation micro-hybride 136 chevaux à boîte automatique. En fait, comprenez que à motorisation équivalente, il revient entre 4 000 et 5 000 € moins cher que son cousin Peugeot 2008. Et si le Duster est aussi peu coûteux en version d'entrée de gamme, eh ben, la version à boîte automatique hybride réclamera environ 1 000 € de plus que cette voiture parce qu'il dispose d'une motorisation hybride plus évoluée. De fait, on a voulu mettre ce C3 Aircross à l'épreuve d'un trajet longue durée. Nous allons donc effectuer une boucle de 1000 km en passant par la Bretagne. Alors bien évidemment, on va commencer par charger le coffre. Alors le C3 Aircross, donc sa version 5 places, dispose de 460 litres. Il faut savoir que la version 7 places ampute le volume de 130, mais 460 décimètres cubes, c'est quand même vraiment bien. Par rapport à la catégorie, notamment, c'est mieux que le 2008. C'est également mieux que le Duster dans sa version hybride. En fait, le roumain ne proposera vraiment plus de volume que dans sa version thermique 4.2. Alors, la première chose qu'on remarque quand on s'installe dans C3 Aircross, c'est qu'on est un peu haut. Bon là, évidemment, je suis au plus haut. Mais ce qui est embêtant, c'est qu'il faut pomper beaucoup, comme un Shadok, pour descendre. C'est assez long quand on change de conducteur. C'est pas très pratique. L'autre écueil que j'aurais à faire au niveau de la position, c'est que l'amplitude de réglage du volant, que ça soit en hauteur ou en profondeur, elle est vraiment très réduite. Allez, c'est parti. Alors que moi de mon côté, j'ai absolument rien. Je suis assis très haut et je peux pas descendre et c'est un peu gênant. Pareil, t'as pas de poignée là-haut. Tu peux même pas te tenir. Il y en a à l'arrière, mais il y en a pas devant. Ça y est, nous sommes partis. Ça fait environ 60 km. On est donc parti de Poissy où nous avons récupéré la voiture chez Stellantis. On a pris l'autoroute A13, direction la Normandie, Rouen. Ensuite, on redescendra vers Caen, la baie du Mont-Saint-Michel. Et puis, on espère arriver en Bretagne en début d'après-midi, plus précisément à Dinan. Les premiers trucs qu'on peut constater sur cette C3 Aircross, c'est qu'elle est plutôt confortable. Néanmoins, les sièges sont moins moelleux que sur les autres Citroën. Notamment, je pense notamment aux sièges Advanced Comfort d'une Citroën C4 par exemple, qui sont quand même beaucoup plus tendres, beaucoup plus moussés à cœur et plus agréables. On a également un petit peu moins de maintien au niveau des dossiers. Et puis en termes de confort, si l'amortissement est plutôt réussi, on a des bruits assez prononcés, tant au niveau des roulements que des bruits d'air. À 130 km/h, c'est pas hyper silencieux. Néanmoins, la voiture est plutôt agréable à rouler parce qu'on a du peps, on a du tonus et la boîte se montre assez douce et réactive. On n'a jamais l'impression de manquer de puissance. Petit détail qui a son importance, on a un petit bouton pour désactiver l'alerte sonore au dépassement de vitesse. Ils sont toujours un petit peu saoulants. Alors là, on est en train de dépasser une Citroën XM, le porte-drapeau de la marque dans les années 90 et sans doute l'une des Citroën les plus confortables. C'est une phase 2, elle se rend manifestement en Bretagne également, elle est immatriculée dans le Finistère. Alors je pense qu'en termes de confort, le conducteur est sans doute un petit peu mieux loti que nous, même si franchement en termes d'amortissement, on n'a pas trop à se plaindre avec cette C3 Aircross. Alors, premier arrêt à l'aire de Beuzeville. Ça fait seulement 150 km qu'on est parti, mais on fait déjà notre première pause repas. Pour tout vous dire, on est parti un petit peu en retard pour la simple et bonne raison, c'est que la C3 Aircross que l'on avait ce matin, elle avait un petit problème au niveau de son système hybride. Le moteur thermique ne se coupait pas. Donc du coup, on était obligé de rappeler Citroën qui nous a mis à disposition une autre voiture, également hybride 136 chevaux. Et là, ça fonctionne parfaitement. Le moteur thermique se coupe bel et bien et donc on a des consos très inférieurs.
Impossible de descendre en Bretagne par l'A84 sans venir faire un détour pour admirer le Mont Saint-Michel de près. En plus, il fait beau, ce serait dommage de se priver. L'occasion de faire un point après 325 km parcourus en grande majorité à 130 km/h. Et le C3 Aircross s'est montré plutôt sobre avec 6,8 litres au 100 km constatés pour un véhicule à vocation familiale s'entend, même si l'hybridation fonctionne un petit peu moins bien sur autoroute parce qu'il y a beaucoup moins de phases de récupération d'énergie. Ça y est, nous sommes en Bretagne. Alors, fini les autoroutes à 130 km/h. Ici, c'est voie rapide à 110. Et il faut être vigilant parce que ce moteur, il a quand même suffisamment d'énergie. On ne se rend pas compte. La voiture monte quand même assez rapidement en vitesse. Et il faut être d'autant plus prudent que 110 compteur, c'est 110 GPS. Il y a quasiment très peu d'écart entre les deux valeurs. Donc, on ne joue pas du tout avec les limitations. Alors vous aurez remarqué que le bloc compteur, il est assez simpliste, mais on a toutes les infos dont on a besoin, des infos qui sont en plus lisibles. En revanche, elles ne sont pas toutes bonnes. La lecture des panneaux, notamment, n'est pas tout à fait fidèle à ce que l'on voit sur la route. Là, par exemple, le lecteur de panneaux m'indique une limitation de vitesse à 80 km/h, alors qu'on est toujours sur la voie rapide à 110. De l'ardoise, du granit, des immeubles à colombage. Nous sommes bien en Bretagne, plus précisément à Dinan, dans les Côtes d'Armor, où l'on peut effectivement tester cette C3 Aircross dans des conditions urbaines. Là, c'est plutôt très embouteillé. Alors, évidemment, on a un véhicule hybride. C'est le même système que ce qu'on a pu découvrir sur 2008, notamment sur le Peugeot 2008. On a quelques phases de roulage en tout électrique, donc ça c'est plutôt pas mal, mais ces phases de roulage, elles sont quand même pas très nombreuses. Dès qu'on sollicite un petit peu la mécanique, qu'on est dans une montée ou qu'on a besoin de s'extraire assez rapidement d'un céder le passage, et le moteur thermique, le 3 cylindres, le fameux PureTech, se remet en route avec les quelques vibrations et à-coups que l'on connaît typiques de cette mécanique. De fait, ça reste de la micro-hybridation 48 volts améliorée, mais ce ne sera jamais aussi doux ni efficient, par exemple, que le système hybride intégral du Duster, puisque en termes de consommation, dans des conditions urbaines comme ici, un petit peu encombrées, quasiment impossible de descendre sous les 6 litres 5 au 100 km, alors qu'un Duster hybride, lui, il parviendra sans trop de mal, et puis avec une plus grande douceur, de plus grandes phases, dans un silence total. Ce qu'on pourra reprocher également, c'est quand vraiment la circulation se densifie très fortement et que la batterie se vide, les redémarrages du moteur sont un peu plus brutaux, les passages de vitesse également sont plus brutaux. Donc en termes de fluidité, vraiment pour ceux qui évoluent régulièrement en ville et dans les bouchons, il faudra privilégier le Duster. Côté maniabilité, le C3 Aircross braque plutôt bien et en plus il bénéficie d'une direction très légère en manœuvre, donc ça facilitera la vie de ceux qui évoluent régulièrement comme ici dans des centres-villes historiques aux rues très étroites et encombrées. Nous voici arrivés après 500 km de route. Il est 19 h, nous sommes en plein centre de la Bretagne, plus précisément à Pontivy. Alors rouler à 110 km/h, ça vous fait quand même quelques économies de carburant, puisqu'on a relevé là cette fois-ci 5,7 litres au 100 km. Donc ça fait quand même quelques économies notables. Et puis après, sur les petites départementales, on a encore fait mieux. On est descendu à moins de 5 litres au 100 km. Demain, direction le Morbihan pour aller voir la mer et puis on repartira sur Paris.
C'est parti pour notre deuxième jour de trajet. On va donc quitter Pontivy, qui, soit dit en passant, s'est appelé Napoléonville parce que l'empereur Napoléon Ier trouvait que c'était une ville stratégique en plein centre de la Bretagne et à équidistance du canal de Nantes à Brest qu'il a fait construire au 19e siècle. Mais on va repasser à la voiture si vous le voulez bien, parce qu'il y a un petit truc quand même qui trahit ses origines low cost. Bon, on a une clé pour ouvrir, ça c'est pas dramatique, hein. Il y a très peu de voitures de ce niveau de prix qui offrent l'accès main libre. Mais il y a quand même quelque chose d'autre qui est plus surprenant. C'est que même pour la démarrer, il faut utiliser la clé. On a une bonne vieille serrure, pas de bouton sur cette voiture, même sur cette finition haut de gamme. Alors ça change pas grand chose, hein. Au bout de 2 jours on s'y refait. Et puis, il faut quand même reconnaître que ça obligera les voleurs à réutiliser les bons vieux outils. Alors, premier plein à Beau, après 538 km. Alors, ça paraît pas beaucoup, parce que le réservoir fait quand même 46 litres, mais je pense qu'on n'avait pas tout à fait le plein en partant. Là, on va remettre à ras-bord et puis on vérifiera l'autonomie et la consommation réelle au prochain plein. Les essais longue durée sont l'occasion de faire des rencontres. Aujourd'hui, une rencontre très spéciale. Nous sommes en présence d'Eric Kiger, responsable d'un garage en Bretagne. Et c'est un garage particulier puisque c'est un garage spécialiste en Renault Sport et en Alpine. Est-ce que vous pouvez nous présenter, Eric? Bonjour, votre garage. Oui, eh ben, écoutez, moi je suis garagiste depuis 25 ans maintenant. Nous avions une spécialité Renault Sport. Nous sommes des passionnés d'auto en l'occurrence, et j'étais spécialiste Renault Sport de 2009 jusqu'à 2024 quand Renault a arrêté justement la marque Renault Sport. Une adresse à retenir pour les amateurs de sportifs aux losanges ou aux à flécher. Il suffit de faire le tour des autos présentes pour s'en convaincre. Mégane RS de toute génération, Clio V6, RS2 phase 1, 16S phase 1, Alpine A310 ou 610. Eric et ses équipes les connaissent sur le bout des doigts. D'ailleurs, nous consacrerons une vidéo complète dédiée à la visite de ce lieu hors du commun ultérieurement. Bon, rêver c'est bien beau, on va laisser Eric tranquille. Nous, il faut qu'on retourne au travail parce que l'actualité, c'est la C3 Aircross et sa motorisation micro-hybride. Nous sommes donc entre Beau et Quiberon. C'est un trajet qui comporte de nombreuses départementales, limitées à 80 km/h. Et là, effectivement, le système hybride, il fonctionne très bien. On a pas mal de phases de récupération d'énergie et du coup, la consommation baisse. Là, on est à 4,5 litres au 100 km. Donc voilà, sur le réseau secondaire, c'est une mécanique qui fonctionne très bien. En plus, elle est plutôt douce. L'embrayage, la boîte de vitesse sont quand même plus dociles qu'en ville. Le truc qu'on pourra reprocher, c'est marrant parce que je l'avais pas trop noté hier ça, mais je crois que c'est la vitesse qui fait ça. En fait, à 80 km/h, le moteur tourne vraiment à très bas régime et à un régime où il entre en résonance, donc il a tendance à gronder. On l'entend toujours un petit peu à 80 km/h alors que c'était pas vraiment le cas à 110 et à 130 où là c'était plutôt le vent et les bruits de roulement qui prenaient le dessus. Donc voilà, sur réseau secondaire, c'est une mécanique qui est économique mais qui est toujours un petit peu bruyante, un petit peu présente. Alors j'en profite pour vous parler de certains trucs qui me viennent en tête là. C'est un peu pêle-mêle ce que je vais vous dire, mais c'est ce que j'ai noté. Quand j'ai le soleil qui est un petit peu bas, là ce matin, je l'ai constaté, je voyais pas très bien le compteur, notamment les petites indications et la consommation moyenne. Ce que je n'aime pas non plus, ce sont les vitres qui sont séquentielles à la descente, mais pas à la montée. Il faut que je garde le doigt sur le bouton pour effectuer l'opération, et ça c'est sur les 4 vitres.
Dernier truc enfin, la commande de boîte de vitesse n'est pas du tout pratique. Bon, ça on la connaissait cette commande de boîte, mais là ça m'a encore bien saoulé. Il faut souvent s'y reprendre à 2 fois pour passer de la marche avant à la marche arrière et bien appuyer sur la pédale de frein pour effectuer l'opération. On connaît des leviers de vitesse qui sont quand même beaucoup plus obéissants. Alors il y a un autre truc qui m'agace au niveau de l'instrumentation, c'est le témoin de jauge, le témoin de batterie, le témoin de la pile. En fait, n'est pas une jauge, c'est une infographie. Ça représente une pile. Comme ça, on voit si le moteur électrique entre en action à certains moments. Mais par contre, on ne sait pas à quel niveau la jauge descend, puisque il y a des graduations, mais elles ne descendent jamais. On a l'impression que la pile est toujours pleine, alors que ce n'est pas le cas. Mais effectivement, chez Citroën, on me le confirme, ce n'est pas une jauge, c'est juste effectivement une pile qui est matérialisée par un petit dessin. C'est bien dommage. Ouais, elle est quand même plutôt facile à garer cette voiture. Elle braque bien, la direction est légère. Bon, il est temps de faire une petite pause. On s'arrête donc à Quiberon, on va essayer de profiter un peu du soleil. Alors à Quiberon, on est tout au bout de la presqu'île. On y trouve des bateaux pour aller à Belle-Île-en-Mer. Sur place, on y trouve des voitures de location, mais également des vélos. Ça fait de très jolies balades en perspective. Alors prendre du bon temps en terrasse, c'est bien gentil, mais à un moment il faut retourner sur Paris. On ne va pas passer par n'importe quelle route, on va passer par la Côte Sauvage, par Carnac, la Trinité, et puis par un endroit que j'aime particulièrement. Je vous laisse la surprise. Quand on est en Bretagne, on ne peut pas s'empêcher de faire des emplettes, surtout si on aime bien manger. Ça me perdra. Alors je profite de notre passage par la Côte Sauvage pour vous parler de comportement routier, parce qu'effectivement ça vire beaucoup ici. Alors on a affaire typiquement à une Citroën. La direction, pas de problème, elle est assez précise et voilà, toujours aussi légère, mais on a ces mouvements de caisse typiques de la marque, malgré des suspensions à butée hydraulique progressive en compression comme en détente. Et la marque conserve des amortisseurs réglés très souples, donc on a du mouvement de caisse en entrée de virage lors des changements d'appui. Forcément ça nuit à la précision de conduite, d'autant qu'on a quand même des pneus à flanc haut. Donc voilà, petit bémol en termes de plaisir de conduite. Voilà, ça reste typé souple, typé confort. Et l'autre bémol que j'aurais, c'est ce volant ovale. Moi je suis vraiment pas très fan. Par contre, ce que j'apprécie, c'est effectivement toutes les phases de roulage 100% électrique. Ça peut durer quelques secondes seulement, mais c'est quelques secondes où on a l'impression de foutre la paix à la faune et à la flore. Alors là où je voulais venir juste avant de repartir, c'était au port de Saint-Goustan, qui est attenant à la ville d'Auray. En fait, c'est un port entièrement sur des petites rues pavées. C'est mignon comme tout. Le port, il date sous ses premières formes du XIIe siècle. Mais là, la version actuelle, elle date plutôt du XVIIe et c'est vraiment
un havre de paix, c'est mignon comme tout. Et tout est désormais devenu piéton. La circulation autour vraiment des petites maisons, elle est exclusivement piétonne. Alors qu'avant, la voiture y était largement invitée. Mais bon, les temps changent. Alors je profite d'un ralentissement là d'une route en travaux où les voitures sont quand même assez loin pour vous parler rapidement du système multimédia. Bon, il est assez simpliste, hein. En termes de graphisme, c'est quand même très basique. Idem pour les caractères, ils sont écrits en tout petit, donc il faut avoir une bonne vue. Néanmoins, il est plutôt pratique à l'usage. On n'a eu aucun bug là en 2 jours d'utilisation, alors que c'était quand même le problème de ce système quand il est sorti sur la petite C3. Là, ça va très bien. Donc, on a le menu principal où on a le choix entre radio, Apple CarPlay, GPS et effectivement la réplication des smartphones. Si on va sur les radios, bon bah là, on a la liste des stations. Pardon, c'est là. Bon, pareil, c'est écrit en tout petit, on n'a pas les logos de les radios, bon, ça reste basique, mais plutôt simple à utiliser. Ensuite, on a la navigation intégrée maison, hein, bien entendu. L'écran n'est pas toujours très réactif, il faut parfois insister pour faire ce qu'on souhaite, mais en général, on utilise... Pour ma part, en général, j'utilise la réplication de mon smartphone. Pour le coup, pas de problème, c'est du sans fil et sans aucun bug depuis 2 jours. Le smartphone, on le recharge sur la petite plateforme à induction. La bonne surprise, c'est qu'on peut utiliser tout un tas d'applications énergivores sans que la batterie ne se décharge. On a quand même de la recharge de batterie, ça prouve que le chargeur à induction est assez puissant. On a eu un peu de chauffe du téléphone, donc de temps en temps la recharge se coupait, mais elle reprenait très rapidement et ce qui, de fait, la batterie remontait suffisamment pour tenir le coup tout un trajet. Concernant les autres équipements du véhicule, on a une clim auto, une seule zone malheureusement. Le petit reproche qu'on lui fera à cette clim, c'est qu'elle est assez bruyante. Il suffit par exemple, là j'augmente de 2 degrés et là tout de suite j'ai la ventilation qui se fait entendre. Ça dure pas très longtemps, mais quand même, ça témoigne de la conception assez low cost de la voiture. Ça y est, on a quitté la zone de travaux, on se retrouve sur une portion d'autoroute. Oui, j'ai bien dit d'autoroute parce qu'on a quitté la Bretagne. On retrouve donc une portion à 130 km/h. L'occasion de vous parler des aides à la conduite. Alors elles sont assez basiques, hein, sachant que le C3 Aircross dérive de la petite C3. Pas de conduite autonome, ni même de régulateur actif. Il faut donc gérer soi-même la distance avec le véhicule qui précède, car la fonction freinage n'existe pas avec ce régulateur de vitesse. En cas de véhicule qui déboîte, on freine et puis on réenclenche la fonction régulateur de vitesse une fois que l'horizon se dégage. Pas non plus de centrage automatique dans la voie, c'est le conducteur qui tient le gouvernail, encore une fois comme sur une voiture traditionnelle. Néanmoins, on dispose quand même de l'aide au maintien dans la voie. Si je me décale sans faire attention sur les lignes discontinues au milieu ou sur les lignes sur les côtés, la voiture agit d'elle-même sur la direction pour me remettre dans le droit chemin. Alors je profite d'avoir un acolyte pour lui donner le volant et tester les places arrière. Alors je dois avouer que je suis quand même très bien installé dans cette voiture. La banquette est haute, un peu plate, mais elle soutient parfaitement les cuisses. J'ai de la place sous les sièges pour glisser les pieds. Même quand le fauteuil conducteur est placé au plus bas, il reste de la place également côté gauche. Non, vraiment, on est plutôt bien installé. En plus, il y a des grands rangements un peu partout dans les bacs de porte. J'ai des poches aumônières, j'ai même une poche pour mon smartphone. Il n'y a pas à dire, on est plutôt bien installé. Seul bémol, c'est que sur un véhicule de ce format, il n'y a pas d'accoudoir central. Donc voilà, ça manque un petit peu pour le confort. Il n'y a pas non plus d'aérateurs centraux. Mais bon, ça témoigne encore une fois de la vocation low cost de la voiture. Heureusement, il y a 3 liseuses séparées pour les 3 passagers. Alors 3 passagers, vous voyez la place qui reste là à mes côtés, ce sera vraiment pour du dépannage. Concernant l'ambiance, le véhicule est plutôt soigné dans cette finition haut de gamme. Donc les matériaux sont plutôt sympas, à l'œil comme au toucher. Bon, les plastiques sont durs, brillants et sensibles aux rayures là sur les parties latérales. Voilà, encore une fois, ça reste une voiture à bas coût. On a également une moquette rase et rêche là en bas. C'est vrai que ça fait pas très quali, mais voilà, la sellerie est claire.
L'ambiance est sympa, mais encore une fois, on pestera contre les bruits ambiants. Il y en a à l'avant, à l'arrière, des bruits de roulement, des bruits d'air. Donc ça, ça ne laisse pas présager de trajets très reposants. Nous sommes sur la 11 à hauteur de Chartres. Alors ça y est, il est tard, hein, la nuit est tombée depuis un moment déjà. Et c'est l'occasion de vérifier la puissance des projecteurs. Alors on a des phares à LED sur cette voiture. Donc on a une lumière bien blanche, bien éclatante, largement diffusée sur les côtés. Donc ça, c'est quand même très sécurisant déjà quand on est en code. Et puis en plein phare, on a de la puissance. Donc ça, c'est une vraie bonne surprise. J'ai dans le souvenir que le Duster n'éclairait pas aussi bien. Allez, il est temps de faire un dernier plein. Ah bah je me suis trompé de côté. La trappe est de ce côté-là. Bon, au bout de 2 jours, j'ai toujours pas enregistré qu'elle était de ce côté-là. C'est pas grave. Alors voilà, deuxième et dernier plein. On a fait 592 km depuis qu'on a refait le plein à Beau. Alors, on va maintenant calculer notre consommation. On a donc remis exactement 41,64 litres divisé par 592. Ça nous fait 7 litres au 100, alors que l'ordinateur de bord nous indique 6 litres 9. Ça va, il gruge pas trop. En fait, faut rajouter 0,1 litre au 100 pour être vraiment dans l'exactitude. Nous voici arrivés au terme de nos 2 jours d'essai. On a effectué aujourd'hui encore plus de kilomètres qu'hier. Au total, on a parcouru quasiment 1200 km. Alors ce serait mentir de dire qu'on est complètement exténué. La voiture, elle est plutôt facile à vivre, agréable. Elle est surtout confortable en matière d'amortissement. Et puis la mécanique, elle a du tonus et elle est bien soutenue par la boîte de vitesse robotisée à double embrayage qui intègre le moteur électrique, une boîte de vitesse qui passe les bons rapports au bon moment. Donc à aucun moment on galère et on a l'impression de manquer de puissance. Hélas, tout n'est pas rose, évidemment. On a quand même noté que la voiture manquait d'insonorisation tant au niveau du moteur que des bruits environnants. Et puis le système hybride, la mécanique hybride n'est pas toujours très douce. On a quelques à-coups à basse vitesse, notamment dans les bouchons quand la batterie est totalement vide et qu'on roule plus beaucoup à l'électrique. On a quand même des redémarrages du moteur thermique un petit peu brutaux et des passages de vitesse qui ne le sont pas moins. De fait, en termes de douceur à l'usage, on préférera un système hybride plus évolué. Mieux vaut viser un moteur hybride plus perfectionné. Celui-ci, il convient bien sur la route et il n'est pas trop gourmand sur autoroute, mais pour tout le reste, on préférera un système vraiment plus abouti.